Il y a 10 ans, j'ai quitté mon travail de libraire, j'ai fait ma valise et je suis partie vivre à Los Angeles. Je ne connaissais personne là-bas, mais je savais que je voulais faire des films, alors ça me paraissait logique d'aller à Hollywood. Au bout de quelques années, je suis rentrée en France. Quand je rencontrais des gens et qu'ils me demandaient « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Je leur disais « Je suis réalisatrice, je fais des films. Et d'ailleurs, je reviens de quelques années à Los Angeles. » Souvent, à ce moment-là, je voyais une petite lumière dans leurs yeux et ils me disaient « Mais c'est génial, quel genre de film tu fais? Est-ce qu'on peut les voir au cinéma? Tu as travaillé avec des gens connus ?» Et moi, je leur répondais « Je fais de la fiction. On ne peut pas voir mes films au cinéma, pas encore. Et en fait, non, je n'ai pas travaillé avec des gens connus. » À ce moment-là, il y avait un blanc, le temps que leur enthousiasme redescende d'un cran. Et puis, on se mettait à parler de Los Angeles. Peu à peu, à force de voir le regard des gens passer de curieux à déçus lorsqu'ils se rendaient compte que j'étais une saltimbanque, je me suis mise à mentir sur ce que je faisais. Je ne disais plus « je suis réalisatrice », je disais « je suis freelance ». Et je ne disais plus « je fais des films », je disais « je fais des vidéos pour des clients ». Alors ça faisait moins rêver, mais c'était utile, concret. On se mettait à parler prospection, facturation, équipement. Et surtout, je n'avais pas l'impression de devoir m'excuser de n'avoir pas réussi. Ça m'a quand même mis un petit peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que tu mens sur le métier que tu fais? Et surtout, pourquoi est-ce que tu te sens obligé de diminuer les attentes des gens pour ne pas qu'ils pensent que tu as échoué? Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser à la notion de succès et à la façon dont celle-ci a évolué ces dernières années, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux dans nos vies qui nous rappellent au quotidien où on se situe sur la courbe de la réussite par rapport aux autres 8 milliards d'habitants. Ce classement sur la courbe de la réussite, c'est ce qui fait que parfois, lorsque l'on parle avec des gens, il y a un petit concours de la personne qui aura le plus d'impact qui se met en place. Ça passe par des petits mots. Je connais telle personne, j'ai tant de gens qui me suivent, j'ai visité tant de pays, j'ai été speaker à tel événement. Le TED, c'est bien pour le concours d'impact. Merci TED. Le pouvoir et le succès ont toujours existé. Et ils ont toujours été des moteurs pour certaines personnes et des obstacles pour d'autres. Mais ces dernières années, les choses ont pris une ampleur telle que moi, je me suis déjà retrouvée à discuter avec des jeunes de 24 ans qui m'expliquaient qu'ils avaient abandonné un rêve ou une idée avant même d'avoir commencé. Et la raison pour laquelle ils avaient abandonné avant même d'avoir essayé, c'est qu'ils étaient paralysés par le succès de gens plus jeunes qu'eux, qu'ils voyaient au quotidien sur les réseaux sociaux. J'ai déjà écouté des jeunes de 24 ans m'affirmer que s'ils avaient vraiment eu quelque chose à faire sur cette planète, ils auraient déjà dû avoir percé. À 24 ans, ils ne se sentaient pas vieux, ils se sentaient périmés. On a développé un rapport étonnant avec ce que l'on pourrait appeler notre date de péremption. Avant, on en avait une, et c'était la date de notre mort. Aujourd'hui, on a une deuxième date de péremption dans nos vies, et c'est la date de notre péremption sociale. Cette idée que la valeur de ce que l'on fait doit être reconnue et quantifiable. Et si on n'a pas un retour immédiat et positif sur ce que l'on fait, ou pire, si ce que l'on fait est reconnu comme inutile, risible ou raté, alors on se sent socialement périmé. Et c'est comme ça que des jeunes de 24 ans préfèrent aller s'asseoir sur le banc de touche et regarder l'histoire se faire sans eux, plutôt que de risquer de faire quelque chose et de ne pas recevoir de retour immédiat et positif. En m'intéressant à cette nouvelle notion du succès et à notre date de péremption sociale, moi je me suis rendu compte qu'en fait mon travail, ce n'est pas d'écrire des scénarios ou de réaliser des films. Mon travail, c'est de fabriquer des histoires. Alors c'est un métier qui peut sembler inutile,
Et pourtant, fabriquer des histoires, c'est la meilleure façon que nous, les êtres humains, on a trouvée pour survivre. Ce soir, si on est tous passés les uns après les autres pour vous parler pendant 15 minutes, c'est bien parce que la meilleure façon de faire passer une idée, c'est de le faire à travers une histoire. En 2018, on aurait pu créer un PDF avec l'idée forte de chaque TED Talk résumée en une phrase et vous l'envoyer par email. Vraiment, on aurait pu le faire. Mais ça vous aurait coûté moins cher, d'ailleurs, et ça nous aurait pris moins de temps. Mais la puissance des messages que l'on essaye de faire passer se serait évaporée. Nous le savons, et vous le savez. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour écouter des histoires qui vont ouvrir votre champ des possibles. En 1944, les professeurs Fritz Heider et Marianne Simmel ont effectué un test. Ils ont montré une vidéo à un groupe d'étudiantes et leur ont demandé de répondre à une série de questions pour décrire ce qu'elles y avaient vu. Alors moi, je vais vous montrer 15 secondes de cette vidéo. Ça va aller un petit peu vite, mais je vous invite à essayer de répondre à cette question: qu'est-ce que je vois à l'écran ? Voilà, c'était 15 secondes. Lorsqu'ils ont dépouillé les questionnaires, Heider et Simmel se sont rendus compte que 33 des 34 étudiantes avaient fabriqué une histoire. Elles avaient prêté des intentions, des émotions et des comportements aux figures géométriques qui se déplacent aléatoirement dans l'espace que vous venez de voir. Cette étude a été l'une des premières études scientifiques à confirmer que notre cerveau comprend le monde à travers le prisme des histoires. On ne peut pas s'empêcher de donner du sens au monde qui nous entoure. Et pour donner du sens au monde qui nous entoure, on fabrique des histoires. Alors en sachant ça, que les histoires sont essentielles à notre survie et à notre vie, moi j'ai envie de vous raconter une histoire décalée du succès. Une alternative à cette notion qui paralyse tant de gens aujourd'hui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait 2 dates de péremption. La date de notre mort et la date de notre péremption sociale que l'on se donne de plus en plus tôt. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'un téléphone est en train de sonner. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on a tous un joker. On a tous la possibilité de devenir une bonne histoire. On a tous la possibilité de devenir une bonne histoire qui va inspirer d'autres êtres humains et les permettre d'avancer. Et il y a un groupe de gens dont le métier, c'est de distribuer des jokers. Les fabriqueurs d'histoires. Ça tombe bien, c'est mon métier. Mon métier, c'est de chasser, d'imaginer et de partager des histoires de personnes au destin étonnant, innovant, impactant et qui vont représenter des idées fortes. Et en ce moment, on vit une période extrêmement intéressante. Comme les archéologues, on est en train de déterrer des nouvelles histoires, des histoires différentes, des histoires de personnes qui, à leur époque, n'avaient souvent pas reçu de retour immédiat et positif sur la valeur de ce qu'elles faisaient, et qui, 5 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans, 500 ans après, se retrouvent sur le devant de la scène des histoires pour nous aider, nous, les nouvelles générations, à mieux comprendre le monde et à avancer. Par exemple, certains d'entre vous reconnaîtront peut-être le nom de Georgina Reed, cette designer textile qui, en 1971, à l'âge de 63 ans, a décidé que ce qu'elle voulait vraiment faire, c'était sauver le phare de sa petite ville qui risquait de s'écrouler à cause de l'érosion des falaises. Alors Georgina met en place tout un système qu'elle brevette, elle va voir les gardes-côtes, elle leur présente son projet, ils l'écoutent, ils lui disent on va pas t'empêcher de le faire, mais on va pas t'aider en fait. Ok, aucun problème. À l'aide de son époux et de volontaires, pendant 15 ans, Georgina va utiliser ses connaissances et son temps libre gratuitement pour empêcher que le phare ne s'écroule. Et elle va réussir. Georgina est morte en 2001 et le phare, lui, est toujours là. Et puis, il y a 3 ans, une fabriqueuse d'histoire française, Pénélope Bagieux, a donné un joker à Georgina.
Elle a partagé son histoire dans un recueil de bandes dessinées consacré à plusieurs femmes qui avaient changé leur histoire et parfois le cours de l'histoire de façon inattendue. C'est grâce à une fabriqueuse d'histoire que 200 000 Français et moi-même avons été inspirés par Georgina et sa ténacité à se battre pour quelque chose qui était important pour elle, même si officiellement on lui disait que ça ne l'était pas. Et Georgina a pu devenir une bonne histoire parce qu'elle était actrice active de son histoire. Elle ne s'est pas contentée de se dire « Ah bah j'aimerais bien que le phare ne s'écroule pas ». Non, elle a fait ce qu'il fallait pour que le phare ne s'écroule pas. Et ce mot, faire, c'est l'une des 3 étapes pour pouvoir devenir une bonne histoire. En fait, la recette pour devenir une bonne histoire, elle est simple. Elle tient en 3 étapes. D'abord, il faut écouter son intuition pour entendre ce que nous, chacun d'entre nous, on a vraiment envie de faire. Puis une fois qu'on l'a écouté, il faut avoir le courage de se lancer et faire. Et une fois qu'on a eu le courage de se lancer, il faut répéter. Tous les jours, il faut recommencer. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de pression sur le type de projet qu'on choisit de faire. Il faut qu'ils aient un but. S'ils n'ont pas de but, c'est qu'ils ne sont pas sérieux. Et s'ils ne sont pas sérieux, c'est qu'ils n'ont pas de valeur. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de penser. S'il y a une chose que j'ai apprise ces 10 dernières années, passées à chasser et à fabriquer des histoires, c'est que la valeur de ce que l'on fait n'est pas figée dans le temps. La valeur de ce que l'on fait peut avoir un impact surprenant dans 5 ans, dans 50 ans, après notre mort ou la mort de nos arrière-petits-enfants. Alors ça ne sert à rien d'essayer de choisir de faire quelque chose qui aura un impact immédiat. On ne peut pas savoir en fait. Il faut juste faire. Et ces 3 éléments, s'écouter, se lancer et recommencer, ils sont cristallisés dans l'histoire de Carmen Herrera. Carmen Herrera est née à La Havane en 1915. Très jeune, elle se rend compte que ce qu'elle veut vraiment faire, c'est peindre. Alors elle peint, tous les jours. Et puis elle découvre que son style, c'est le minimalisme abstrait, pile à l'époque où le minimalisme abstrait est en vogue. Trop bien. Elle vend un premier tableau, et puis plus rien. Elle fait une première exposition, le public la boude. Elle tente de trouver des galeries pour la représenter, tout le monde lui dit non. Et puis un jour, Carmen a l'opportunité de présenter à nouveau son travail. Et là, le public est au rendez-vous. On est en 2004 à ce moment-là. Carmen a 89 ans. Aujourd'hui, Carmen a 103 ans. Ces 14 dernières années, elle a vu ses tableaux être exposés dans les musées les plus prestigieux du monde. Pendant 60 ans, Carmen Herrera a peint tous les jours des tableaux dont personne ne jugeait qu'ils avaient de la valeur. Et puis un jour, l'histoire de Carmen Herrera s'est alignée avec l'histoire de l'art. Et moi, si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour vous dire que le succès finit toujours par arriver, parce que ce n'est pas le cas. Mais c'est parce que je suis convaincue que Carmen Herrera serait encore en train de peindre aujourd'hui, même si elle n'avait jamais rencontré son public de son vivant. Carmen Herrera ne peignait pas pour devenir célèbre. Elle peignait parce que cela donnait du sens à sa vie. Ce n'est pas le succès qui donne du sens à notre vie, mais c'est le fait d'être dans l'expression de soi. Et lorsque l'on est dans l'expression de soi, la date de péremption sociale disparaît. Lorsque l'on est dans l'expression de soi, les échecs comme les succès deviennent simplement des étapes sur la courbe de notre croissance personnelle. Ce soir, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de décaler, de détourner votre attention de ce dont vous n'avez pas le contrôle. On ne peut pas contrôler la façon dont les gens vont réagir à ce que l'on fait. Mais on peut contrôler ce que l'on fait. Alors cessons de prêter attention au retour que la société nous donne sur la valeur de ce qui donne du sens à notre vie.
Parce que la valeur de ce que nous faisons est rarement mesurable à l'instant T. Et surtout, la valeur de ce que nous faisons va évoluer de façon inattendue avec le temps. Aujourd'hui, lorsque je rencontre des gens et qu'ils me demandent ce que je fais dans la vie, je leur réponds que je suis fabriqueuse d'histoires. Alors, personne ne comprend vraiment ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Parce que si j'ai l'opportunité de parler un peu plus longtemps avec les gens, ils comprennent que fabriquer des histoires, c'est ma façon à moi de m'exprimer pleinement au quotidien en faisant. Depuis 10 ans, je chasse et je fabrique des histoires que je partage sous la forme de scénarios, de films, de paroles de musique, de podcasts, de dessins ou de BD. Parfois, je doute. J'ai l'impression que ce que je fais est complètement inutile. Et puis je me souviens que mon intuition est probablement en train de me chuchoter quelque chose et qu'il faudrait que je l'écoute. Alors je l'écoute et je me lance et surtout je recommence. Si demain vous vous réveillez avec l'envie de faire quelque chose d'inutile, écoutez-vous, lancez-vous et recommencez. Parce que c'est en étant acteurs actifs de notre histoire que nous deviendrons des bonnes histoires. Des histoires que d'autres êtres humains pourront utiliser et partager pour avancer. Faites ce que vous avez à faire, peu importe si cela a l'air inutile. Si c'est important pour vous, c'est que cela vaut la peine d'être fait. Exprimez-vous et nous, les fabriqueurs d'histoires, on vous trouvera. Merci.